Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Le salon Esprit Meuble se poursuit jusqu'à mardi prochain, le 9 décembre à la porte de Versailles à Paris. Rendez-vous international des professionnels de l'immobilier. BFM Business est partenaire. On va en parler dans cette émission avec Coval. Gilles Siberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président de cette entreprise, également son directeur général Jean-Louis Baillot. Bonjour. Donc Coval, vraiment une entreprise des marques phares, Tréca, Dunlop-Pilon en particulier, vraiment spécialiste de la literie. Alors, je vais en parler avec vous. Vous connaissez quand même bien aussi l'univers du meuble. Vous venez d'IKEA France, vous avez été aussi à l'origine de la création de cet éco-organisme éco-mobilier, donc on va beaucoup parler ici de recyclage. On est quand même dans un marché global, Gilles Siberman, du meuble qui ne se porte pas très bien. Les chiffres avaient un petit peu baissé l'année dernière, sauf la literie, qui elle se porte bien. Ça veut dire globalement qu'il faut quand même avoir une réflexion sur les sujets dont on parle ici, éco-conception, recyclage, dans ce domaine du mobilier. Alors, globalement, je dirais, quand on dit la literie se porte bien, on raisonne en termes de consommateurs. Il ne faut jamais oublier que d'un côté, il y a des industriels français et des industriels venant d'autres pays. Et que malheureusement, je veux dire, toutes les analyses qu'on fait bien souvent, c'est de comparer, je veux dire, le marché des consommateurs et d'oublier un peu qu'il y a de l'autre côté des industriels et que la mondialisation a eu aussi des conséquences. Alors, c'est clair. Eh ben vous aussi, d'ailleurs, vous avez souffert. Absolument, on a souffert globalement de ces dernières années. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que la literie constitue peut-être quelque chose de tout à fait à part dans ce monde-là, parce que, je dirais, il y a une importance, je dirais, du repos, du sommeil dans une vie difficile. Et donc, on a toujours été, dans des périodes de crise, peut-être un peu plus protégés que d'autres secteurs au niveau de la consommation. Alors vous Jean-Louis Baillot, vous êtes arrivé depuis peu de temps à Coval, que vous avez trouvé dans quand même une situation parfois un petit peu difficile. Qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est vrai, c'est une entreprise quand même qui a revu beaucoup de choses, son métier, ses sites aussi, qui essayent d'évoluer dans un contexte aussi délicat. Alors oui, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, après avoir fait toute une carrière dans la distribution, d'apporter un savoir-faire et des compétences à un industriel. On parle toujours sur le secteur de ce rapprochement entre les industriels et les distributeurs. C'est une bonne façon aussi de montrer qu'on peut apporter à un industriel un savoir-faire. Au-delà de ça, ce que je trouve intéressant chez Coval, on vient d'en parler, c'est les marques. Il y a des marques avec une forte notoriété. Et c'est vrai que si le marché se dégrade aujourd'hui, la literie a été protégée parce qu'elle est essentiellement constituée d'un marché de marques. Donc elle se porte un peu moins mal que le secteur du meuble dans l'ensemble. Avec un besoin aussi de qualité, évidemment. Alors, quand on parle de literie, par force des choses, Gilles Siberman, évidemment. Alors moi je dirais quand même, il faut bien comprendre que cette crise économique, quelque part, a modifié complètement le comportement des personnes, leur mode de vie. On est dans un mode de vie de partage, de colocation, de réutilisation. Et je pense qu'on est confronté, nous, industriels, comme les distributeurs, à une problématique pour demain qui va être comment nous, industriels ou distributeurs, on va vendre des produits neufs, alors qu'on voit qu'il y a de plus en plus une tendance sur le marché de consommateurs, et c'est le développement de eBay, c'est le développement du Bon Coin. On voit des comportements différents avec des gens qui sont beaucoup plus mobiles, qui vivent en colocation et qui donc ne sont plus prêts à investir comme autrefois dans le meuble. Alors la particularité de la literie, c'est qu'on est peut-être un des seuls secteurs dans lequel on a encore des consommateurs qui sont prêts à investir parce que le lit constitue, et le matelas en particulier, quelque chose d'essentiel à partir du moment où on y met la qualité. Bien sûr, on veut bien dormir aussi. Puis finalement, vous qui venez d'IKEA aussi, il y a ces enjeux aussi de low cost derrière tout ça, où on se dit qu'on peut finalement, pourquoi pas, avoir un meuble à un prix moins important. On met peut-être encore un prix dans sa literie, peut-être, Jean-Louis Baillot. Je pense qu'il y a deux catégories de clients. Il y a celle, effectivement, du client qu'on peut dire nomade, mobile, etc., qui n'investit pas dans un produit très cher. Et puis, il y a quand même toute une frange de la population qui vieillit et qui cherche peut-être un peu plus de confort et qui veut faire un investissement dans sa literie. Donc, il faut pouvoir répondre à ces deux typologies de clients qui sont extrêmement différents. En plus de ça, il faut rajouter aussi que les modes de consommation changent. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui avec l'arrivée d'Internet, le développement d'Internet apporte aussi une nouvelle manière de consommer. Alors, vous parliez aussi, c'est de la thématique aussi ici, de tous ces enjeux, ces difficultés que vous avez aussi. C'est aussi peut-être pour ça aussi que vous êtes vraiment lancé dans le recyclage des matelas, parce qu'on se dit qu'il y a 95% de matière d'un matelas qui peut se recycler. Vous avez beaucoup investi aussi à travers un site, le site de Flaviac. C'était un enjeu important pour Coval, Gilles Siberman.
Moi, je voudrais bien qu'on se comprenne sur le sujet. Je considère aujourd'hui, et c'est un des enjeux de notre industrie, c'est l'accès aux matières premières. Ouais. Or, il y a une mondialisation. Il est clair que la plupart des industries se sont déplacées vers d'autres pays. Et à partir de là, on a perdu ce que j'appelle l'accès à nos composants, à nos matières premières. Ouais. Et donc, je dirais, c'est clair, et il est plus facile d'être à proximité de ceux qui font la matière première que d'être éloigné, puisqu'on paye en réalité un accès à cette matière et de plus en plus de difficultés à développer ce que j'appelle des matériaux innovants. Et donc, pour moi, il était important de se dire, si on veut continuer à être industriel en Europe, il faut quelque part qu'on trouve nos nouveaux matériaux. Et ça a toujours été la démarche dans laquelle je me suis inscrit en disant, nos nouveaux matériaux proviennent de la société de consommation. Avec, je dirais aujourd'hui, un enjeu majeur à ce niveau-là, qu'il faut absolument maîtriser. Sinon, je veux dire, à terme, on voit bien que nos fournisseurs se sont délocalisés vers les pays de l'Est, se sont délocalisés dans d'autres continents. Et donc, pour nous, si nous n'avons pas la proximité de nos fournisseurs, eh bien, c'est clair que nous n'aurons pas d'alternative. Il y avait aussi une aberration de façon économique à jeter 4-5 millions de matelas, à les enfouir sous terre, finalement. C'est ça, je crois que là, il y a ce problème aussi. Voilà, il y avait ce problème environnemental qui est de dire... on a X millions de matelas chaque année qui font l'objet d'un enfouissement. On ne peut pas le retraiter. Donc, au-delà de la valorisation, qui est effectivement intéressant pour un industriel, il y a aussi un pur problème environnemental sur lequel il faut réfléchir. Et je pense que la solution qui est apportée à Flaviac et par d'autres, parce qu'il y a d'autres recycleurs aujourd'hui. Oui, parce que vous avez signé aussi avec Veolia, c'est ça, sur un développement aussi, c'est ça. Oui, mais il y a d'autres propositions aujourd'hui qui existent sur le marché, puisque je veux dire, on est dans une phase, je veux dire, vraiment de création, de développement, d'innovation. Je veux dire, la chance, je le dis quelque part, et malheureusement c'est très coûteux, la chance que la France a pris des initiatives à ce niveau-là, qui peut éventuellement donner à terme à des industriels français qui investissent dans ce secteur de pouvoir se développer à l'international. C'est clair que pour notre industrie et pour notre distribution, les coûts entre guillemets, de ce recyclage sont très significatifs, représentent des sommes très importantes. Pour autant, je dirais, en perspective, c'est peut-être une opportunité pour des industriels dans le monde du recyclage de pouvoir avoir une capacité de développement tant en France qu'à l'étranger. Vous en sentez les enjeux. Vous avez investi quoi, 8 millions d'euros, c'est ça? Absolument. Quand même. Donc, il y a un enjeu derrière. Donc on peut récupérer plein de choses. Ça peut servir dans le secteur de l'automobile, de la construction. Ça peut servir aussi à refaire des matelas aussi, tout simplement. C'est un peu la base. C'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Et je dirais clairement, sur ce plan-là, nous avons l'intention de continuer, mais je dirais c'est clair, compte tenu de la masse à récupérer, il fallait ouvrir ces matériaux-là sur d'autres domaines, et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment dans le bâtiment, effectivement, dans l'automobile, voire dans d'autres secteurs. Je pense que dans ces domaines-là, il y a plein de choses à faire, mais on en est au balbutiement de cette industrie. Oui, et puis on est en train de créer aussi une filière, parce que je disais, vous aviez été à l'origine de la création d'écomobilier. Globalement, il y a une démarche comme ça de recyclage du mobilier qui se met en place. Déjà la profession a pris l'initiative de créer son propre éco-organisme avec des administrateurs qui viennent du secteur. Et je le répète, ce n'est pas simplement des industriels, ce sont aussi des distributeurs. Donc c'est une table ronde qui permet d'échanger et de préparer un petit peu l'avenir. Je pense qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu, je dirais, du courage de la part de la profession pour instituer cette éco-contribution au moment où le marché était quand même relativement difficile. Donc il ne faut pas négliger cet aspect non plus. Et puis derrière... Ils ont compris aussi qu'il y avait un intérêt aussi pour eux économique, même s'il y avait un engagement à avoir. Derrière, il faut que l'éco-organisme lui-même réponde aux demandes de plus en plus pressantes de la part des collectivités locales qui souhaitent bien sûr avoir des financements. Donc il y a une montée en puissance d'écomobilier qui va se faire dans un contexte, je le répète, qui est quand même relativement difficile. Alors un contexte difficile, mais vous parliez finalement de la mondialisation, mais pour Coval aussi, il y a des perspectives de développement aussi, plus que jamais à l'étranger, en Europe en particulier? Je répondrai globalement, je dirais, ces dernières années, on a été vraiment à la recherche de deux points qui me paraissaient importants. Premièrement, les marques. Et quand on dit marque, ça veut dire un contenu. Donc il y a eu un travail qui a été entamé sur ce plan-là, en essayant d'être très attentif qu'une marque n'a pas le droit de raconter d'histoire. Et donc ça a été vraiment une démarche qui a été entreprise, et quelque part l'arrivée de Jean-Louis Baillot, justement, est de travailler dans cette démarche précise, sachant que moi, malheureusement, au cours des dernières années, j'ai eu à mener une restructuration lourde au niveau de l'entreprise, il faut bien le mesurer, et que je dirais ce ne sont pas nécessairement les mêmes hommes qui mènent ce que j'appelle ce genre de restructuration, et ceux qui créent
ce que j'appelle, et construisent l'avenir d'une entreprise. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité voir venir Jean-Louis Baillot sur ce plan-là, parce que je dirais tout ce qui est restructuration, quand on dit restructuration, c'est malheureusement d'abord des pertes d'emplois. Cette période est derrière nous. Maintenant, il faut construire l'avenir de cette entreprise et on a l'opportunité avec les marques qu'on a de construire et la France, ou plutôt de continuer la construction de la France et de vraiment investir à l'étranger. C'est ce qu'on a fait encore récemment en Italie, c'est ce qu'on continue à faire en Allemagne avec nos marques et je dirais de se développer fondamentalement sur l'Europe, mais sur d'autres continents, parce que c'est clair qu'on n'est pas sorti de la crise en Europe et que je dirais il faut aller de l'avant et mettre nos marques à l'international. Avec toujours la satisfaction client au cœur aussi. Ouais, pour moi, ça c'est vraiment le viatique qui doit conduire toute notre réflexion. Et la satisfaction client, c'est déjà d'apporter à un distributeur, à une chaîne de magasins, la certitude qu'il aura son produit. Qu'il aura son produit. Voilà, donc vous êtes présent sur ce salon Esprit Meuble qui met en avant aussi l'innovation dans tout le secteur, même si ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de réflexion aussi, d'engagement dans ce domaine. Merci à tous les deux. Gilles Silberman, vice-président de Coval, et Jean-Louis Baillot, le directeur général de Coval. Et donc le salon Esprit Meuble, c'est jusqu'au 9 novembre à la porte de Versailles à Paris. C'est déjà la fin de Business Durable. Très très belle fin de week-end sur BFM Business. Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour, comment la filière meuble s'inscrit dans une dynamique d'innovation. Jusqu'à ce soir se tient le salon Esprit Meuble, porte de Versailles à Paris, 200 marques et exposants du monde entier, avec une thématique, le mobilier et l'habitat de demain. Alors quelles sont justement les attentes des consommateurs en la matière? Comment faire du savoir-faire Made in France un outil d'innovation? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alain Liot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des meubles Célio qui fabrique des dressings et des chambres depuis plus de 60 ans. Vous êtes installé dans les Deux-Sèvres. Vous êtes également cofondateur du salon Esprit Meuble. Gérard Lézé, bonjour. Bonjour. Directeur général du VIA, valorisation de l'innovation et de l'ameublement. Vous avez présenté une étude hier, courant de création dans le cadre de vie 2014. On y reviendra dans un instant. Martine Lebet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Monsieur Meuble et Meublena, donc deux distributeurs de mobilier moyen haut de gamme, 120 magasins d'un côté, 45 magasins de l'autre. Patrice Bocara, bonjour. Bonjour. Vous êtes également distributeur, directeur général de Mobilier de France, 90 magasins à travers la France. Alors je le disais, un secteur un petit peu malmené ces derniers temps. Alain Liot, un secteur en difficulté. On sait que la consommation est en baisse en règle générale, en particulier sur le meuble. Le secteur du meuble en 2014, c'est quoi? Presque 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les 9,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais des baisses pour les uns les autres. Oui, légère baisse cette année. Quelques secteurs qui vont plutôt bien, tels que la cuisine, tels que la literie. Mais quand on lance des études, par contre, auprès du consommateur final, on a tout espoir de penser que ça va s'améliorer, puisque aujourd'hui, 2 personnes sur 3 se disent dans l'année qui vient, j'ai l'intention d'acheter un meuble. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais entre l'attention et puis l'état du portefeuille après... Alors, ce n'est pas uniquement le portefeuille, c'est à nous aussi industriels de savoir séduire, de savoir proposer des produits bien en accord avec la demande. Je crois que c'est aussi notre rôle industriel de savoir bien réagir et de faire de bonnes propositions. C'est pour cela qu'a été créé le salon Esprit Meuble ? En partie, oui. Oui, vous avez raison. Mais on avait un salon qui était en difficulté. Nous sommes 3 industriels à avoir décidé de prendre notre avenir en main, de décider et de pouvoir proposer un esprit nouveau, une proposition différente, de réunir 200 marques sous un même toit à la porte de Versailles pour échanger, discuter avec nos distributeurs et puis théâtraliser nos produits pour leur montrer comment on peut présenter les produits et leur présenter tout ce qui est nouveau en termes d'offres de façon à attirer et à séduire le consommateur. C'est un salon professionnel ? Exclusivement professionnel, oui. Où les uns et les autres vont se séduire, où les distributeurs vont séduire les marques et les marques vont séduire les distributeurs, c'est un peu ça ? Alors il faut demander aux distributeurs, mais c'est à eux. En fait, c'est effectivement à eux de nous séduire également, puisque nous recherchons toujours les bons points de vente qui vont valoriser nos produits, qui vont bien répondre aux attentes des consommateurs. Donc c'est une filière avec laquelle on a besoin tout à fait les uns des autres. On doit travailler ensemble. Et tout ça avec un seul objectif qui est le même pour tous. Vous nous en parliez à l'instant. Alain Liot, c'est le consommateur final. Alors justement, il faut étudier un petit peu ça, connaître ses attentes. Gérard Lézé, je le disais, vous avez présenté une étude réalisée par Sorgem sur les courants de création pour le cadre de vie d'aujourd'hui et de demain. Une étude
à l'initiative justement du groupement des fabricants français de mobilier domestique de l'UNIFA, l'Union nationale des industries françaises d'ameublement. Principal enseignement de cette étude? Alors pour rebondir sur les propos d'Alain, effectivement l'intérêt du public est évident. Il y a une forte envie et on le voit dans toute situation de crise, c'est-à-dire que les gens surinvestissent dans leur intérieur. Ce qui pose problème, c'est la structuration de l'offre telle qu'elle est conçue aujourd'hui, puisqu'on est encore sur une offre qui est segmentée. Alors les fabricants et les distributeurs raisonnent mobilier, le public raisonne décoration. Et c'est là où c'est le premier point de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'accès à l'offre dans le sens de la lecture du consommateur qui résonne meubles et objets de décoration. Ceci dit, on voit de plus en plus ces propositions, justement ces magasins de mobilier qui s'ouvrent à la décoration. C'est tant mieux. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est dans la situation du vêtement, si vous voulez, dans les années 80, où on avait des magasins très spécialisés, comme Pantashop, pour citer une marque. Eh bien, aujourd'hui, on a une offre qui est trop segmentée. Et ce que révèle l'étude, c'est la difficulté que peut avoir le consommateur, mais ce n'est pas la première fois, puisqu'on a des études antérieures qui l'ont déjà annoncé, la difficulté que tout un chacun peut rencontrer pour accéder à une offre disponible, celle que l'on voit par exemple dans un salon comme Esprit Meuble, qui trouve place d'une manière différée dans les points de vente et d'une manière incomplète, puisque si ça n'est que du meuble, ça ne remplit pas le contrat que le consommateur attend. Et par ailleurs, quand on parle de difficultés du marché, en fait, le meuble seul n'est pas un élément de trafic. Si vous voulez, on change de canapé tous les 15 ans, on refait sa cuisine tous les 20 ans. Donc, ce qui fait le trafic dans les points de vente, et nos amis de la distribution pourront en parler, c'est l'accessoire. Puisque j'ai plus de chances d'acheter du coussin, des lampes et des accessoires de décoration, tel que le fait une certaine enseigne. C'est ça, c'est à cause d'IKEA tout ça. Par exemple, IKEA, pour ne citer, puisque vous le citez, je peux m'autoriser à le faire, fait 40% de son chiffre d'affaires avec des bricoles décoratives. Et là, on retrouve finalement la mode. C'est la mode, ce sont les accessoires qui... Si la mode était restée sur cette structuration de l'offre, si vous voulez, on n'aurait pas l'activation d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, la mode fonctionne sur des panoplies vestimentaires Total Look, qui représente autant de repères pour le public, et c'est ce qu'on aimerait voir dans la décoration, avec des alternatives précisément à IKEA. Allez, Patrice Vauquin, il va falloir répondre ça. Vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous, dans le service, la présentation a changé chez vous, chez Mobilier de France? On essaye au maximum de présenter les produits en ambiance, et aujourd'hui, notre profession évolue vers ça. Nous devons faire rêver le consommateur. Aujourd'hui, il est nécessaire qu'il imagine son futur chez soi dans nos magasins. Et pour ça, on utilise des outils qui sont tout à fait importants. Quand vous parlez d'innovation, notamment, nous avons mis en place dans notre réseau un outil 3D où, en quelques temps, on peut faire assez rapidement à nouveau l'intérieur du consommateur avec 100% de nos produits modélisés en 3D ainsi que la décoration. Ah ça c'est très pratique, donc je viens chez vous, j'ai besoin d'un buffet, d'une table, je décris mon petit intérieur et je mets vos produits. Ou vous venez avec votre plan. Ah ouais. Et on va travailler ensemble en magasin. Et vous prenez le temps de faire ça? Ah tout à fait. Parce que du coup ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais nous on est dans un secteur de distribution, on fait du tailor-made, c'est-à-dire que chaque produit est fait en fonction des besoins du consommateur. Sur mesure. Vous prenez un canapé, il va choisir sa poterie, il va choisir son fil, il va choisir son pied. Donc c'est des détails quand même très importants à souligner. Alors chez Monsieur Meuble et Meublena, Martine Lobet, quelle proposition justement? On le voit, l'importance du service, du conseil. Est-ce que vous aussi vous êtes conscient de ça? Tout à fait. Nous avons passé effectivement un nouveau cap, c'est que les magasins, les centrales ont vraiment à être à l'écoute des besoins et à susciter l'envie des clients. Pas uniquement la vente tout simplement d'un meuble, mais la construction d'un projet au service du client et la personnalisation aussi de l'offre pour créer vraiment pour chacun des univers différents. Alors, la sur-mesure, la personnalisation, on voit c'est quelque chose d'important aussi. Alain Liot, je vous mets votre casquette Célio sur la tête et non plus Esprit Meuble. Vous avez imaginé ce qu'il y a de le dire, Célio Imagina. Oui, tout à fait. C'est exact. On avait au départ Célio standard, donc il y a des dimensions précises.
Donc on rappelle, ce sont des dressings et des chambres essentiellement. Voilà, dressing des chambres adultes, oui. Et nous avons des consommateurs, je crois que je disais tout à l'heure, on doit s'adapter au goût du consommateur. Tous les consommateurs ne sont pas sur le même modèle. Donc certains veulent aller du sol au plafond, certains veulent utiliser toute la surface qui est disponible. De plus en plus, les appartements sont un peu plus petits, les maisons également. Donc c'est à nous d'inventer, de trouver des solutions pour occuper tout l'espace, rendre chaque centimètre carré directement utilisable. Donc on a développé une collection qui s'appelle effectivement Imagina, une nouvelle collection qu'on vient de présenter à Esprit Meuble qui s'appelle Unique, pour justement aller vers le sur-mesure et, comme disait Martine tout à l'heure, la personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur veut choisir ses profondeurs, choisir ses hauteurs. Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, le meuble est au service du consommateur et non pas l'inverse. Donc on doit oublier le meuble, c'est le consommateur qui décide. Donc on doit jouer sur les profondeurs, on doit jouer sur les hauteurs, on doit jouer sur les couleurs. Donc c'est à nous d'inventer en fait la vie qui va avec la personnalisation et le sur-mesure. Gérard Lézé, on le voit, il y a la construction, la fabrication, en tout cas l'agencement qui entre en jeu. Est-ce qu'il y a des questions de matière aussi? Vous avez fiché un petit peu les différents styles qu'attendaient les consommateurs aujourd'hui? Alors justement, ce que révèle cette étude, alors déjà je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que pour aller dans le sens qui est effectivement un axe majeur de développement, qui est cet élément de personnalisation, ça repose sur un deal, une relation, une collaboration gagnant-gagnant entre les distributeurs et les fabricants. Et j'insiste sur ce fait parce que c'est une occasion de relocaliser certaines fabrications. Puisque bien évidemment, sur ce sujet du sur-mesure ou de la personnalisation, vous ne pouvez pas faire du made in ailleurs. C'est ça, on veut pas, ou à moins d'attendre 6 mois pour avoir son canapé. Et entre le moment où on a acheté très lointain pour des questions de prix et maintenant où les industriels ont effectivement fait des efforts énormes de productivité, on obtient des prix tout à fait compétitifs par rapport à cette idée de distribution personnalisée. Et par ailleurs, j'ajoute qu'il y a un vrai problème dans notre profession qui est le problème du délai. Or, si je veux personnaliser l'offre et avoir un délai raisonnable, je suis obligé de jouer local. Donc là, il y a vraiment un axe de développement pour les uns et les autres en partenariat gagnant-gagnant qui est pour moi majeur. Ensuite, pour ce qui est de l'esprit du matériau. En fait, ce qui est nouveau, mais c'est vrai dans d'autres secteurs d'activité, il n'y a plus de fil conducteur unique. C'est-à-dire que c'est terminé de penser que, par exemple, vous, cet hiver, vous allez être en manteau d'une telle structure couleur prune, par exemple. C'est terminé. Un jour, je vais être en prune et le lendemain, je vais être en doudoune rouge. Voilà. Vous avez votre libre arbitre, vous grappillez dans différentes panoplies et vous faites votre propre version. Et c'est la même chose en décoration. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on couvre une dizaine de registres de courants de création qui permettent à tout un chacun de s'y retrouver suivant son appréciation du goût. Chacun ayant le bon goût. Vous savez, moi je dis toujours, le mauvais goût, c'est le goût des autres. Donc, en l'occurrence, ce qui est révélé dans cette étude, c'est que les gens ne se déterminent pas sur un style, mais sur une émotion, au travers précisément de ce qui est exprimé au travers d'une mise en ambiance. Et c'est corrélé par le fait que le public auquel on s'adresse n'est pas éduqué dans notre domaine. Et il a besoin d'être accompagné. Donc tout ce qui va... D'où l'importance du service et du conseil. Mais justement, à propos de ces matériaux, de cette émotion, il y a ici une exposition qui s'appelle Design It, qui est organisée par Innovatech sur le thème de la personnalisation de l'habitat et des technologies numériques à l'aide de 60 échantillons et d'une quinzaine de technologies. L'exposition met en avant toutes ces innovations qui ont été réalisées. Notre reporter Alexandra Paget est allée faire un tour sur place. Erwan Perron est designer, il a créé sa propre société d'édition d'objets. Il est à la recherche de nouveaux moyens de découpe et de gravure de ces matériaux et son œil est immédiatement attiré par les prototypes présentés par l'Innovatech et Brice Tual, son expert en matériaux. Ça c'est du jet d'eau sur cuir, sur bois. Et puis là-bas vous avez de la découpe cutter numérique sur des mousses. Au jet d'eau, au laser, aujourd'hui on peut absolument tout graver, bois, cuir, acier, plastique et même bambou, le tout à partir d'un simple fichier numérique. Pour Erwan Perron, c'est tout l'enjeu, car c'est ce qui permet de faire du sur-mesure, mais en série. On a besoin de la découpe jet d'eau pour arriver à la fois à faire donc, de la découpe et du gravage sur un matériau qui est un matériau très très dur, qui est le bambou, pour arriver à créer des motifs qui ne sont pas réalisables en commande numérique traditionnelle. La personnalisation, c'est en effet la tendance design du moment selon Brice Tual. Grâce au numérique et à l'impression 3D, il est aujourd'hui possible non seulement de graver, de décorer, mais aussi de créer des objets à la demande et à des prix grand public. 400 € par exemple pour une lampe
unique au monde. Alors cette lampe-là, qui est fabriquée en stéréolithographie, en fait, qui est une technologie de fabrication additive, c'est-à-dire elle a été réalisée couche par couche, tellement complexe qu'on ne peut pas la fabriquer avec des technologies de plasturgie classiques. Tout est intégré dedans, vous avez juste à rajouter une ampoule, un fil, et elle s'éclaire. Produire en série des objets faits sur mesure grâce aux nouvelles technologies, les professionnels de l'ameublement espèrent ainsi dynamiser le secteur. Un secteur qui, dans le sillage de la construction, a chuté de 3,8% l'an dernier. Patrice Bocara, quand on voit ce reportage d'Alexandra Paget, est-ce que effectivement là on a des choses très innovantes, le public il est plutôt comme le décrivait un petit peu Gérard Lézé, il va prendre par exemple un canapé assez simple, allez peut-être avec un petit peu de couleur et le petit accessoire qui va twister l'ambiance, il reste assez... Est-ce qu'il ose? Oui, les gens osent aujourd'hui. On voit qu'on présente, on a forcément un cœur de gamme qui va pour un public, un spectre plus large, mais nous faisons quand même des produits on va dire, avec un design, une valeur ajoutée visuelle que le consommateur apprécie. C'est une certaine tranche de consommateurs, mais on a quand même cette clientèle. Et si vous voulez, sur tous ces produits-là aussi, on essaie d'amener de l'innovation. On travaille en étroite collaboration avec les industriels, pas que pendant les salons, mais toute l'année en fait. Toute l'année, on est proche de nos industriels. On travaille aussi avec les fabricants de mécanique dans certaines choses directement. Par exemple, nous, il y a 2 ans, on a développé un brevet sur des canapés, des choses comme ça. Ah oui, parce que l'ouverture du canapé lit, par exemple, c'est hyper important. Ah, l'ouverture du canapé lit. Aujourd'hui, vous avez des tétières sur les canapés, vous avez des canapés à relaxation avec des mécaniques qui s'ouvrent de partout. Le consommateur apprécie beaucoup ce type de produit et on est obligé sans cesse d'innover. Et le distributeur a son rôle dans l'innovation, puisque l'idée souvent doit venir du distributeur. Et alors Martine Laubet, justement on parlait du conseil tout à l'heure, du service, c'est aussi ce qu'on vient chercher chez vous. On ne sait pas forcément ce qu'on veut. Tout à fait. Nous suscitons l'envie. Alors, on parlait tout à l'heure de cycle de vie de certains produits. Beaucoup de clients viennent aussi dans nos magasins pour se donner des idées, pour suivre un petit peu la tendance, parce que, comme le disait tout à l'heure Gérard, c'est vrai qu'il y a une tendance, alors peut-être plus raisonnable que dans la mode, à suivre dans nos magasins. Alors après, tout dépend du segment de gamme dans lequel on se trouve. Mais nos clients et les personnes qui visitent nos magasins attendent de nous, attendent de trouver des idées dans nos magasins. Et c'est ce que nous essayons de faire, de leur donner ces idées, d'être prescripteurs, de susciter l'envie. Et les accompagner dans un projet. Alain Liot, l'idée c'est aussi de trouver de nouveaux débouchés forcément pour vous. Vous avez lancé en début 2014 Célio Contract. C'est comme ça qu'on dit, pour l'hôtellerie, les résidences de loisirs et le secteur naval. C'est-à-dire que vous équipez aujourd'hui des bateaux de croisière. Tout à fait. D'ailleurs, très bonne nouvelle qui est apparue dans la presse il y a 48 heures, qui est le chantier STX, qui vient d'avoir deux très très belles commandes sur des bateaux. Donc nous avons, à partir du même outil de production, dans la même qualité de personnel que nous avons, nous allons pouvoir leur fournir soit les cabines, ce qu'on appelle passagers, ou cabines équipage. Donc on va pouvoir traiter avec eux et à partir justement donc la même qualité de production que nous avons, de pouvoir travailler avec leurs designers et co-créer en fait des produits pour eux et faire que, comme disait Gérard, eh bien on va localiser la production dans les Deux-Sèvres, chez nous au meuble Célio, et on est en fait à 1h30 de Saint-Nazaire seulement, ce qui fait qu'il y a une liaison très très facile entre le lieu de pause et le lieu de fabrication. Et c'est une diversification extrêmement intéressante pour nous. Ça a représenté cette année sur notre premier contrat pratiquement 10% de notre chiffre d'affaires, donc c'est un moyen pour développer notre activité et puis de rentabiliser l'outil industriel, puisqu'aujourd'hui on investit 7 à 8% de notre chiffre d'affaires, on vient d'investir 2 400 000 € cette année. Donc ce sont des investissements très importants. Il faut le rentabiliser sur un chiffre d'affaires supérieur. C'est un moyen d'aller au-delà, de faire du chiffre d'affaires, faire du business et d'utiliser le savoir-faire de nos salariés.
2 bateaux de 1300 cabines. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, ça vous fait du travail pour combien de temps, ça? Là, ça va représenter cette année l'équivalent de 14 personnes à temps complet sur l'année. Mais je pense que l'année prochaine, ça devrait représenter un peu plus. Donc, on est effectivement très optimiste. Ben, effectivement, qui aurait imaginé qu'un jour, vous passiez la porte des bateaux de croisière? Allez, pour terminer, Patrice Bocara, vous, c'est plus difficile de trouver de nouveaux débouchés quand on est distributeur sur la France. C'est quoi les voies parallèles, les chemins de traverse que vous pouvez trouver? La piste va être déjà d'aller à l'international, puisque c'est quand même toute entreprise française qui veut innover, bouger, doit aller à l'international. Aujourd'hui, on est en train de beaucoup travailler sur le sujet, et par l'édition de nos propres produits, aujourd'hui, on pense arriver à l'international par le biais des salons internationaux. Si vous voulez, il est difficile tout de suite, nos surfaces de magasins sont assez importantes, puisqu'on est sur une moyenne de 1200 mètres carrés. Donc d'aller tout de suite à l'étranger, ouvrir 1200 mètres carrés, c'est compliqué. Donc on pense qu'on va s'implanter par du corner. Du produit, on va passer au corner, et puis du corner au magasin. Voilà. D'accord, mais oui, mais parce que le corner, pour mettre des canapés, c'est compliqué, non? À corner, quand on dit un corner dans notre métier, ça peut être 200 mètres carrés, voilà. D'accord. Et effectivement, avec ces idées d'ambiance dont parlait Gérard Lézé. Exactement. Et si on va à l'étranger, ce sera sur le haut de gamme, avec un nom comme le nôtre, Mobilier de France. Il faut qu'on aille sur le haut de gamme à l'étranger. Donc on prendra tous nos produits premium et on fera des expositions avec. Patrice Bocara, merci beaucoup à vous, directeur général mobilier de France. Martine Laubet, présidente de Monsieur Meuble et Meublena, merci beaucoup à vous. Gérard Lézé, directeur général du VIA, valorisation d'innovation de l'ameublement, je vais trop vite. Et Alain Liot, président des Meubles Célio et donc cofondateur du salon Esprit Meuble qui se tient donc jusqu'à ce soir, porte de Versailles à Paris. Merci beaucoup à tous les quatre. Allez, restez avec nous, Paris est à vous. Continue dans un instant, juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.